Bienvenue sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations, proposé par Andrea Dicane. Transformer pour redonner du sens. Au cœur des organisations. Bonjour à toutes et à tous. Tout ce qui est grand se développe avec passion. Et le succès de toute transformation réside dans un état d'esprit positif. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur des organisations, à la rencontre des leaders et managers qui insufflent des transformations audacieuses. Je m'appelle Andrea Dicane, je suis consultante en transformation des organisations. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Laura Letourneau, une personnalité engagée dans le domaine de la modernisation des services publics et de la transformation numérique de l'État. Actuellement missionnée par Matignon, Laura combine son expertise en transformation numérique avec une approche proactive des enjeux écologiques. Avant cela, Laura était déléguée ministérielle au numérique en santé au ministère de la Santé. Elle y a copiloté la feuille de route pour la transformation numérique de ce secteur essentiel selon le modèle de plateforme publique issu de l'ouvrage visionnaire qu'elle a coécrit en 2016 qui s'intitule « Ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent ». Elle est diplômée du prestigieux Corps des Mines et son parcours inclut également des rôles de conseillère et de chef de l'unité Internet ouvert à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Son engagement ne s'arrête pas là. En 2018, elle a cofondé le collectif À Cœur Public, qui est un réseau d'agents publics dévoué à la modernisation des services publics. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, nous allons vraiment parler de transformation des organisations, mais surtout du service public. Laura Letourneau est une femme visionnaire dont le travail et les idées inspirent profondément la manière dont les services publics peuvent évoluer grâce à un numérique humaniste et éthique. Et grâce surtout à de nouvelles façons de porter une politique publique. Son engagement et sa passion pour l'intérêt général en font une invitée exceptionnelle pour notre podcast. Je suis vraiment ravie de l'accueillir et d'explorer avec elle les nombreuses facettes de son parcours et de ses projets pour l'avenir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laura, je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Comment vas-tu ? Ça va très bien, enchantée, merci Andrea. Nous allons parler un peu de ton parcours. Donc nous nous sommes rencontrés grâce à une table ronde avec le Genève Plus. Et donc j'ai voulu vraiment comprendre tes engagements et quel est ton parcours et quel est le fil conducteur de ta carrière, s'il y en a un, bien entendu. Moi, je suis ingénieure de formation. J'ai commencé dans le privé sur des sujets de transition écologique chez SunPower, donc sur l'énergie photovoltaïque, et puis chez Solvay au Brésil, où l'idée c'était de construire une usine de biobutanol de deuxième génération, c'est-à-dire à partir de la bagasse de la canne à sucre, pour pas être en concurrence avec l'alimentaire. Et puis, je suis devenue fonctionnaire du Corps des Mines parce que j'avais envie de travailler sur les sujets d'intérêt général de l'intérieur. Et en 3e année de formation, on a dû réaliser un travail de recherche avec Clément Berthollet, un camarade de promotion. La question qui nous était posée, c'était « Ubérisation, à qui le tour ?» Et en interviewant tout un tas de secteurs différents, on s'est rendu compte que toutes les personnes voyaient l'ubérisation à la porte des autres, mais pas à la leur, en invoquant des raisons statutaires, des barrières légales, etc. Et on s'est dit, c'est quand même marrant ce biais cognitif, parce que pour nous, de l'extérieur, ça nous paraissait évident que, tout comme les taxis ou les hôtels, il y avait une menace d'ubérisation. On s'est dit, il n'y a pas de raison que nous, futurs hauts fonctionnaires, on ne l'est pas aussi, et qu'on ne soit pas nous-mêmes en passe d'ubérisation. Donc on a creusé le fil, c'était en 2015, et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait plein de secteurs publics, même régaliens, qui étaient en passe d'ubérisation. Par exemple, je sais pas quoi, c'était l'époque des attentats, malheureusement. On se disait le bouton sur Facebook sur lequel on peut dire qu'on est en sécurité quand on habite à Paris, par exemple, et à bien des égards bien plus efficace qu'un numéro vert. Le Danemark venait d'ouvrir une ambassade auprès des GAFAM comme si c'était des États, etc. Donc on voyait qu'il y avait une menace d'ubérisation la plupart du temps par des acteurs privés américains, les GAFAM. Et on ne voulait pas s'arrêter là. On a dit dans la deuxième partie du travail de recherche qui est devenu un livre,
qu'il fallait profiter de cette menace pour orienter la dynamique dans un sens avec des valeurs qui nous ressemblaient et moderniser les services publics avec des partenariats publics-privés innovants, mais chacun sur son juste terrain de jeu pour qu'on rende des politiques publiques de façon plus efficace et plus juste, avec le modèle qu'on avait appelé de méta-plateforme, ou pour simplifier, d'état-plateforme, qui s'inspirait de ce qu'avaient pu écrire Henri Verdier, Nicolas Collin et tout un tas de personnes. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec Clément de façon, disons, un peu théorique, conceptuelle, même si on l'a appliqué à plein d'exemples dans le livre, je sais pas quoi, les contrôles sanitaires dans les restaurants, la lutte contre le chômage, l'apprentissage de l'anglais à l'école, etc. Et ensuite, j'ai eu envie, quand je suis vraiment rentrée en poste dans l'administration, de voir si la théorie passait à l'épreuve des faits. Et donc, j'ai rejoint l'ARCEP, le régulateur des télécoms, où sur la méthode, en appliquant ce modèle d'état-plateforme, on a essayé de lutter contre... de défendre la neutralité du net, de lutter contre les fractures numériques en déployant les réseaux fixes, etc. Et puis ensuite, au bout de 3 ans à peu près, je suis rentrée au ministère de la Santé pendant 3 ans et demi, notamment pendant le Covid, où j'ai copiloté avec Dominique Pont la transformation numérique du système de santé auprès du ministre. C'était une aventure intrapreneuriale complètement dingue d'un point de vue professionnel comme personnel. Donc on a essayé de contribuer à gérer la pandémie et d'améliorer le système de santé plus largement grâce au numérique, toujours selon le modèle d'état-plateforme. Excellent. Et puis, à l'été 2022, j'ai été missionnée par la Première ministre pour essayer de répliquer le travail réalisé en santé numérique, tant sur le fond avec la logique d'état-plateforme que sur la méthode, donc la culture de travail, etc., à d'autres politiques publiques avec un gros focus sur la transition écologique avec l'organisme nouvellement créé, le Secrétariat général à la planification écologique, le SGPE, rattaché à la Première ministre à partir du 2e mandat d'Emmanuel Macron. Et pour répondre à ta question, peut-être que les fils conducteurs de cette expérience, c'est certainement les 3 qui se croisent dans ma mission actuelle et qui s'entre-alimentent en réalité, c'est-à-dire la transformation numérique, la transformation écologique et la transformation publique, ou plus largement la transformation des organisations et du système, je dois le dire comme ça, sans quoi on ne réussira pas en fait les 2 premières, la transformation numérique et la transformation écologique. Très bien, je trouve ça très très fort. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner la transformation finalement de nos modes de vie, les modes de travail aussi, mais tout en utilisant donc ce qu'on fait aujourd'hui dans le privé, à l'adapter aussi au secteur public. Donc effectivement, nous allons parler de cette passion que tu as alors pour le numérique. D'où ça te vient, cette passion pour le numérique et l'innovation de manière générale dans le secteur public, et aussi, je dirais, quelles sont les différentes rencontres ou les expériences aussi qui t'ont permis de forger non seulement cette passion, et aussi de la nourrir. Je sais pas si je dirais que j'ai une passion pour le numérique et l'innovation, parce que pour moi le numérique, l'innovation, c'est comme l'argent, c'est comme l'économie, c'est pas des fins en soi. C'est vrai. C'est des moyens parfois indispensables au service d'objectifs vraiment métiers plus nobles. Je sais pas quoi, améliorer le système éducatif, judiciaire, le système de santé ou sauver le vivant en l'occurrence. Donc c'est vraiment ça moi qui m'anime. Donc la finalité, voilà. Comment est-ce qu'on peut s'en servir pour changer, je vais changer le monde, mais en tout cas changer les façons de faire. C'est ça. Donc c'est la finalité qui m'anime, même si c'est vrai que le numérique et l'innovation, je trouve que c'est des moyens qui peuvent être particulièrement stimulants à la fois intellectuellement et humainement en réalité, parce qu'ils embarquent avec eux des façons de travailler ensemble qui sont différentes. Donc voilà, et sur les expériences ou les rencontres qui ont pu me nourrir, j'ai croisé plein de personnes géniales parmi les chefs, évidemment, qui ont été un peu mes mentors, qui m'ont un peu inspirée. Sébastien Soriano à l'ARCEP, évidemment Dominique Pont à la santé, mais aussi des personnes moins chefs, entre guillemets, plein d'agents publics géniaux, que ce soit toutes les pépites de la délégation ministérielle au numérique en santé, des agents publics géniaux qui ont mouillé le maillot sur la feuille de route numérique et données pour l'écologie, là qu'on a publié récemment, les agents publics du réseau Hacker Public, en 2 mots, Hacker, qui est un réseau qu'on a cofondé avec d'autres qui regroupe des agents publics de plein de secteurs différents, de plein de niveaux hiérarchiques, et qui ont la chose publique à cœur, d'où le nom, et qui se servent les coudes au quotidien.
Donc ça, c'est vraiment, également des sources d'inspiration immenses. Et peut-être quelque chose que j'aimerais ajouter, c'est que indépendamment des expériences professionnelles, d'un point de vue plus personnel, dans ce que j'ai pu vivre en dehors, via, la rencontre de joueuses de handball avec qui je jouais, ou d'entraîneurs, ou de danseurs, ou de professeurs de danse, ça m'a énormément inspirée aussi sur d'autres aspects, mais j'étais honnêtement fascinée par à la fois leur énergie communicative la plupart du temps, leur capacité à embarquer, à jamais lâcher, à être extrêmement résilient, et aussi par leur intelligence humaine, leur empathie, leur sensibilité, et même, je dirais, concernant la danse, leur rapport au monde, qui est vraiment extrêmement inspirant au-delà des expériences que j'ai pu avoir d'un point de vue strictement professionnel. Oh, super. Et donc, effectivement, ça nous forge cet entourage-là qui nous permet aussi de se projeter et d'avoir une force. Parce que c'est des profs de... Donc là, en l'occurrence, le prof de danse, c'est un prof de danse classique ou juste pour comprendre un petit peu. Il y a des profs de danse hip-hop, en l'occurrence Mia Fry, très bien, la chorégraphe de la Macarena, qui est absolument incroyable, qui donne des cours avec une énergie complètement dingue et qui amène les gens de tout niveau à un niveau bien plus haut, avec un esprit collectif et une passion, une énergie intacte après 40 ans de carrière. C'est juste absolument incroyable. Enfin, c'est honnêtement fascinant. Et des cours de danse de Forró Roots. C'est une sorte de tango brésilien où il y a une connexion qui est extrêmement présente aux autres et à la musique et qui est vraiment très, très inspirante aussi. Et que tu pratiques, c'est ça ? Je pratique, ouais. Ah, génial, intéressant. Mais nous allons, là tout à l'heure, tu as mentionné le concept d'État plateforme. Donc je voulais qu'on reste un petit peu là-dessus pour comprendre, si tu peux nous expliquer comment le concept d'État plateforme peut transformer la relation qu'il y a entre donc les citoyens et les services publics. Alors, l'État plateforme, comme tu dis, c'est juste un concept, en fait, assez basique en réalité, qui permet de s'organiser pour travailler efficacement et éthiquement ensemble, le public et le privé, mais plus largement que le privé, j'aurais tendance à dire le monde externe, que ce soit le privé, la société civile, les associations, etc. Et au sein du public, entre les différents échelons géographiques, donc entre le niveau national, État, mais aussi le niveau territorial et tous ces échelons, le niveau européen, le niveau international. La façon dont on l'explique avec Dominique Ponce, c'est en utilisant une métaphore du monde physique, la métaphore de la ville, où on dit dans une ville, comment les rôles entre le public et le privé se répartissent. Le public fait les règles, code de la route, code de l'urbanisme, etc. Il fait aussi des infrastructures de base, les routes, le réseau d'égouts, le réseau d'électricité. En revanche, il ne fait pas toutes les maisons de la ville. Les maisons de la ville, elles sont faites par le privé, par la société civile, par des assos, sauf exception, sauf HLM, quand il y a un besoin social, pas de business model que le privé s'en saisit pas. Mais sinon, c'est l'externe qui fait les maisons et nous, puissance publique, on fait en sorte que les maisons respectent les règles, le code de l'urbanisme et se raccordent aux infrastructures. Jettent leurs égouts dans le réseau d'égouts et pas dans le jardin voisin d'à côté. Et si c'est le cas, on délivre un permis de construire. Et en réalité, c'est exactement la même logique qui s'applique au numérique. Donc nos règles, c'est pas le code de l'urbanisme, c'est des règles articulées autour de 3 piliers, des règles d'éthique, des règles de sécurité et des règles d'interopérabilité. Nos infrastructures, c'est des infrastructures numériques. Donc c'est soit du contenu, donc des données métiers, je sais pas quoi, de qualité des sols, d'eau, d'antécédents médicaux, de vaccins, toutes les données qu'on peut imaginer, soit c'est des données d'identité du patient, d'identité d'une parcelle agricole, d'identité d'un bâtiment, etc., qui sont diffusées via des contenants, via des tuyaux, qui ont vocation à publier ces données soit en open data, de façon ouverte, soit dans un cercle restreint fermé d'acteurs. Par exemple, dans la santé, Mon Espace Santé, le carnet de santé en ligne des Français, il vise à faire circuler tes antécédents, tes vaccins, ton compte-rendu d'hospitalisation, tes radios, ton compte-rendu de biologie, avec toi-même, en premier lieu, toi patiente. Tout à fait. Mais aussi avec ton équipe de soins, ton kiné, ton pharmacien, ton EHPAD, si c'est une personne âgée, l'hôpital, etc. Donc surtout pas en open data, mais dans un cercle restreint fermé d'acteurs. Donc ça, c'est les règles et les infrastructures, c'est fait par le public. Parfois, c'est fait par le public au niveau national. Je parlais de Mon Espace Santé, mais France Connect, c'est un autre exemple. Parfois, c'est fait au niveau au-dessus, européen, par exemple, le RGPD, ou parfois en dessous, territorial. C'est normal qu'il y ait des outils de coordination ville-hôpital, par exemple, qui ne soient pas les mêmes en Guyane et en Nouvelle-Aquitaine, vu les enjeux territoriaux. Ça, c'est les règles et les infrastructures. L'équivalent des maisons de la ville qu'on ne fait pas sauf HLM, c'est les services numériques à valeur ajoutée métier, ou bien pour les citoyens, ou bien pour les professionnels, ou bien pour les deux.
Par exemple, tous les logiciels des pharmaciens, des hôpitaux, des médecins ou les outils numériques qu'on utilise nous en tant que patients, que ce soit pour gérer ses règles, pour prendre un rendez-vous en ligne, pour faire de la téléconsultation, sauf exception, sauf tous anti-Covid, typiquement, c'est pas nous qui les faisons, puissance publique, c'est l'externe. Par contre, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que ces outils faits par d'autres, que ce soit des industriels du numérique ou la société civile, pendant le Covid, avec Covid Tracker, etc., ils respectent les règles pour qu'ils soient éthiques, sécurisés, interopérables et qu'ils se raccordent aux infrastructures, notamment qu'ils se raccordent à mon espace santé si c'est nécessaire. Donc c'est vraiment ça la logique. Sachant que l'objectif de tout ça, c'est de rendre le service public plus efficace et plus juste pour les citoyens, c'était la question que tu posais, et aussi pour les professionnels. Si je te prends quelques exemples, dans la santé, l'objectif, c'est que ton compte-rendu d'hospitalisation, dès lors que tu sortes de l'hôpital, il soit partagé avec ton kiné pour qu'il puisse calibrer au mieux la rééducation, que tu sois mieux prise en charge. Son objectif, c'est aussi de faire en sorte que les professionnels de santé, ils perdent pas du temps à faire de la double saisie, à envoyer des documents, etc., que tout ça soit le plus fluide possible pour qu'ils puissent se focaliser sur l'humain. Dans la rénovation des bâtiments, par exemple, le but de la feuille de route numérique et donnée pour l'écologie, c'est de faire en sorte, notamment, c'est un cas d'usage sur 200, que ceux qui cherchent à rénover leur logement, les propriétaires, ils puissent toucher les aides de façon efficace et la plus simple possible, indépendamment que ce soit une aide issue d'un dispositif qu'on appelle MaPrimeRénov', issue du dispositif qu'on appelle les C2E, les certificats d'économie d'énergie, ou des aides territoriales, pour que on soit dans le principe du dites-le-nous qu'une fois. Dans l'agriculture, le but, c'est de faire en sorte que des agriculteurs qui changent leurs pratiques pour mettre moins d'entrants, ils puissent toucher des primes environnementales pour toucher des financements, pour justement aider à changer ces pratiques et transitionner vers l'agroécologie, etc., etc. Très bien, merci beaucoup. Il y a des mots qui reviennent, donc éthique, ça je l'ai beaucoup noté, équipe aussi, mais l'idée c'est d'être au service des citoyens. Je voulais qu'on parle un peu de l'équilibre entre le secteur public et le privé. Tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu, mais comment tu perçois aussi, toi, à ton niveau, le rôle de l'importance des partenariats entre secteur public et secteur privé dans tout ce qui est accélération dans la transformation du numérique, du digital? En fait, c'est vraiment la logique d'État-plateforme, ou plus précisément, on l'appelle de plateforme publique, parce que parfois c'est l'État qui l'a fait, parfois c'est les régions, parfois c'est l'Europe, comme je le disais. Ce qui est important, c'est pas tant que ce soit l'État que le public. Mais en fait, on est assez caricaturaux, souvent, collectivement, quand on se pose la question de est-ce que ça doit être public ou privé dans le numérique. Typiquement, quand je suis arrivée au ministère de la Santé, les acteurs numériques, plutôt en lien avec le développement économique, y compris en interne, dans la sphère Bercy, etc., on sortait du DMP, du dossier médical partagé, le prédécesseur de mon espace santé, qui avait été lancé en 2004, qui essuyait 15 ans d'échecs ou de pseudo-échecs, etc. Et on disait, là maintenant, il faut laisser faire le privé. Pourquoi ? Parce qu'on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. La preuve, ça fait 15 ans qu'on n'arrive pas à faire le DMP, donc il faut donner les clés du camion, ou au moins laisser faire des acteurs privés, que ce soit Apple, sur votre iPhone, vous avez un petit cœur avec une application qui s'appelle Santé, qui est l'équivalent de mon espace santé fait par Apple, ou Doctolib, si je vais sur un acteur privé français. Et nous, avec Dominique et puis l'équipe, on disait, tout comme le carnet de santé papier, c'était pas Sanofi, pour des raisons éthiques évidentes, le carnet de santé numérique, ça peut pas être un acteur privé. On sent bien qu'il y a des enjeux d'éthique, de neutralité, des enjeux démocratiques derrière. Et à l'inverse, le ministère de la Santé, qui lui est historiquement une culture beaucoup plus tout public, nous disait, vous n'avez pas le droit de parler à Doctolib ou aux autres industriels du numérique, parce que il faut pas vous faire corrompre, si je le dis de façon très très caricaturale. Et donc nous, on avait quand même l'intuition que la vérité, elle était quand même un peu plus nuancée que ça, qu'on avait besoin de tout le monde, mais juste chacun sur son juste terrain de jeu. Et donc on a parlé tous les 2 jours aux industriels du numérique pour définir le qui fait quoi et comment on allait travailler ensemble, en disant mon espace santé, c'est public. En revanche, les outils de téléconsultation, de prise de rendez-vous en ligne, les logiciels, ça c'est du domaine concurrentiel, c'est pas en monopole, donc c'est pour le coup, c'est pas à nous de le faire. Et nous, on s'empêche aussi de lancer des projets en ce sens. Et c'est pour ça que au-delà du terme plateforme publique, j'aime bien le terme d'infrastructure, parce qu'en réalité, on l'a beaucoup utilisé là, dans la feuille de route numérique et donnée pour l'écologie. On comprend bien que dès lors que quelque chose, que ce soit un truc physique comme une route de l'eau, un réseau d'électricité, ou quelque chose numérique comme une infrastructure de partage de données, devient un point de passage obligatoire pour tout un tas d'acteurs et a du coup une position de contrôleur d'accès, de gatekeeper, comme on dit en anglais, pour des raisons éthiques, on ne peut pas laisser ça à un acteur privé sans aucune condition de neutralité,
car sinon il va nécessairement abuser de cette position de monopole au service d'intérêts économiques et pas de l'intérêt général, étant donné ses statuts. Et donc on a besoin d'une gouvernance publique sur ces infrastructures, avec la subtilité, et c'est important de rentrer dedans en lien avec le débat qu'on peut avoir en ce moment sur la souveraineté, que derrière ces infrastructures publiques, même si leur gouvernance est publique, il peut y avoir des acteurs privés. Parce que nous, on passe des marchés publics, on ne fait pas tout en interne. C'est juste que des acteurs privés qui répondent en marque blanche et le font pas en leur nom propre d'Apple ou de Doctolib, mais le font au nom du ministère de la Santé ou de l'Assurance Maladie, si je reprends l'exemple de mon espace santé. Et c'est important parce que sur les sujets de souveraineté qu'on peut avoir aujourd'hui, il y a deux types de souveraineté en réalité qui s'entre-alimentent. Il y a la souveraineté qui va être de dire c'est souverain dès lors que c'est français ou européen, même si c'est privé, VS américain ou chinois. Et à l'inverse, il y a la souveraineté que j'utilise davantage là dans le concept de plateforme publique qui dit c'est souverain si on est en maîtrise de ce qu'on doit faire d'un point de vue démocratique, c'est-à-dire si c'est public VS privé. Et en réalité, ces deux s'entre-alimentent parce que moi, quand nous, au ministère de la Santé, on fait mon espace santé et qu'on pense que ça doit être une gouvernance publique, derrière, comme je le disais, on passe à un marché public avec des acteurs privés qui répondent et on est très content que ces acteurs privés soient français ou européens. On en a besoin pour être encore plus souverain, entre guillemets, souverain technologiquement et pas démocratiquement. Voilà. Très bien, non, mais c'est très clair. J'aime beaucoup cette nuance entre les deux niveaux de souveraineté. Et je trouve ça assez extraordinaire, c'est qu'il y a vraiment un partenariat entre le secteur public et le secteur privé qui s'alimente, comme tu disais. Et je rappelle aussi tous les mots que tu as dit, ça va être tant qu'il y a de l'éthique, tant qu'il y a la neutralité et puis le bon niveau de souveraineté. Très bien. Mais merci beaucoup, Laura. On va revenir tu avais parlé de la santé aussi. Et donc, je sais que tu as beaucoup travaillé sur cette problématique. Et donc, je voulais comprendre tous les défis qu'on a aussi en termes de transformation numérique dans la santé. Et quels ont été donc les principaux défis que tu as rencontrés tout à l'heure? Tu as parlé de cette période hyper compliquée, mais très très pour le monde entier, avec la période du Covid. Mais voilà, je voulais comprendre un peu toi, quels sont les défis que tu as rencontrés dans tes missions à ce moment-là et en termes de feuille de route du numérique, comment ça se manifeste? Alors en fait, ce qui était marquant quand on est arrivé en 2019, donc un an avant la pandémie, c'est que plus personne n'y croyait. C'est-à-dire qu'on parlait à longueur de table ronde ou de discours ministres, de buzzwords qu'on utilise tout le temps dans la santé, de prévention personnalisée, de coordination ville-hôpital, sanitaire médico-social, de mettre le patient au centre, de parcours, etc. Et on savait bien que le numérique était indispensable pour atteindre ces objectifs métiers-là, mais il n'y avait que des serpents de mer. C'est-à-dire que, comme je le disais, le DMP, c'était un projet qui datait de 2004, sur lequel on avait déjà dépensé 1 milliard d'euros avec des résultats pas encore du tout satisfaisants. L'identité nationale de santé, c'est-à-dire ce qui permet d'identifier de façon unique et fiable un patient. Agnès Buzyn, quand elle était arrivée, nous avait dit « ça fait 8 ans que j'en entends parler à l'hôpital en tant que praticienne hospitalière, est-ce qu'on va finir par réussir à sortir ça ?» On avait énormément de mal aussi à faire des systèmes d'information pour gérer les épidémies qui existaient avant le Covid, la dengue, le chikungunya, etc., notamment dans les dom-toms. Pareil, c'était des catastrophes industrielles, c'était des serpents de mer qu'on n'arrivait pas à sortir. Et donc, comment on commence dans ces cas-là? C'est vraiment la première question. L'étape 0, même pas 1, j'ai envie de dire l'étape 0, c'est de faire un constat lucide et collectif. Donc, arrêtez de faire semblant. Arrêtez de faire semblant que ça fonctionne, etc. Dire, il y a plein de trucs bien. Je dresse un portrait très noir, mais évidemment, il y avait plein de trucs bien qui existaient déjà. Mais quand même, collectivement, et le collectivement est très important, on n'est pas du tout au niveau des enjeux. Et c'est la faute de personne, mais de tout le monde à la fois, en fait. Parce que la e-santé, c'est nous tous, c'est personne d'autre. C'est les pouvoirs publics, c'est les professionnels de santé, c'est des assos de patients et les patients eux-mêmes, c'est des industriels du numérique. C'est nous, quoi. Donc, tous, on a notre part de responsabilité. Les pouvoirs publics, parce qu'on ne porte pas assez ce sujet, on ne définit pas suffisamment une vision, etc. Les industriels du numérique, aussi faute d'avoir une vision et par exemple des règles d'interopérabilité claires de la part des pouvoirs publics, vous développez des business models qui ne sont pas très sains, vous rendez les professionnels de santé captifs d'un logiciel, ils ne peuvent pas transférer leurs données chez leurs concurrents s'ils changent, il n'y a pas de portabilité, etc. Du coup, les professionnels de santé, dans leur majorité, il y a plein d'exceptions évidemment, sont globalement pas hyper à même d'avancer sur des projets numériques parce que des outils numériques qu'ils utilisent sont pas du tout au niveau par rapport aux outils numériques qu'ils utilisent dans leur vie personnelle. Les assos de patients, de la même façon, sont
Pour certaines d'entre elles, disons, ont des personnes impliquées bénévoles qui sont plutôt âgées, donc ils voient le numérique plus sous l'angle des risques que des opportunités, etc. Et du coup, le ou la ministre, quand ces acteurs, ces parties prenantes externes, que ce soit les professionnels de santé ou les assos de patients, dès qu'ils parlent du numérique, ils en parlent en mal, ça l'incite pas à porter le sujet. Donc on était dans cette espèce de cercle vicieux. Oui, il y a une fracture qui se voyait à la porte, on le voyait très bien. Exactement. Et donc, comment on fait dans ces cas-là ? On commence par l'expliciter, ce cercle vicieux, et montrer qu'on est à la fois personne n'est responsable, à la fois qu'on est responsable collectivement, et on repart du pourquoi, des objectifs finaux. C'est l'étape numéro 1. On dit, au bout du bout, qu'est-ce qui nous rassemble et pourquoi on doit travailler ensemble, qu'est-ce qu'on veut accomplir collectivement. Et donc c'est là qu'on rédige un manifeste qui marche sur 2 jambes, en disant... On prend conscience que le numérique en santé, c'est essentiel, parce que sans ça, on ne pourra pas faire circuler les données de santé, faire en sorte de faire de la prévention personnalisée autrement qu'une affiche dans le métro une fois par an sur le mois sans tabac, etc. Il y a plein de trucs qu'on ne pourra pas faire suffisamment efficacement sans informations qui circulent de façon efficace, c'est-à-dire sans données et sans outils numériques pour les produire. Néanmoins, le numérique, c'est tout un tas de risques aussi. Dans la santé, ce qui nous faisait très peur, c'était les risques de déshumanisation. Par exemple, si demain, il n'y a plus que de la téléconsultation qui est possible et qu'il n'y a plus de contact humain présentiel, ou les risques d'état Big Brother et de fuite des données de santé, alors que c'est des données très intimes, très partagées. Et donc, on veut lutter proactivement contre ces risques dans un cadre éthique, à nouveau, humaniste, citoyen, souverain, 3e voie entre la Chine et les États-Unis. Donc ça, c'est la partie facile, c'est la partie du pourquoi, mais qui permet au moins de savoir pourquoi on est là, pourquoi on va travailler ensemble. Deuxièmement, on met les mains dans le cambouis et on va sur la partie du quoi. Quelle est notre feuille de route ? Du coup, qu'est-ce qu'on veut faire au service de ces objectifs ? C'est là où on retrouve la logique de plateforme publique. Dans la santé, on avait 30 actions. Donc, j'ai parlé de l'identité nationale de santé, de mon espace santé. Il y avait des sujets d'interopérabilité, de cybersécurité, de e-prescription, de téléconsultation, d'intelligence artificielle et d'innovation, tout un tas d'actions, plus toutes les actions Covid qui se sont rajoutées en forme de surprise. Donc, SIDEP, le système d'information de dépistage qui vous envoie votre... résultats de test quand vous l'avez fait exactement, chez un biologiste ou en pharmacie, mais aussi tous les systèmes d'information pour gérer la vaccination, la logistique, les effets secondaires, le contact tracing, le pass sanitaire, tous anti-Covid. C'est une dizaine de systèmes d'information qu'on a dû collectivement, avec tous les collègues, mettre sur pied dans des temps records. Donc, sur le quoi... Moi, je suis passée de la santé à l'écologie à l'été 2022. Tout n'est pas fini. Ça continue à marche forcée, là, avec tous ceux qui ont pris la suite, etc. Tout n'est pas parfait, mais tout le monde s'accorde à dire que ça a avancé plus vite en 3 ans qu'en 20. Typiquement, on a réussi à faire SIDEP en 3 semaines, là où on n'arrivait pas à le faire sur la dengue et le chikungunya. Mon espace santé, aujourd'hui, il a 11 millions d'utilisateurs. C'est énorme. C'est au bout de 2 ans d'existence. C'est vraiment très, très rapide pour un sujet comme ça d'infrastructure. Et surtout, on a 80% des hôpitaux et la majeure partie des libéraux qui l'alimentent déjà automatiquement. On a des courbes d'alimentation de mon espace santé qui sont exponentielles, là où le DMP, c'était une coquille vide pendant 15 ans. Donc, c'est pas encore parfait, il y a encore 1000 raisons qu'il y ait des problèmes, mais honnêtement, ça me donne du baume au cœur. Pourquoi ? Et j'en arrive à la dernière partie. Parce que sur le comment, après avoir parlé du pourquoi et du quoi, on n'a pas été plus intelligent que les autres, on a juste trouvé une façon efficace de travailler ensemble grâce à la logique de plateforme publique. Donc il y a 2 volets dans la partie du comment, là aussi. Il y a un volet transformation interne de la puissance publique qui est essentiel. Donc il y a un sujet, réformer la gouvernance. Typiquement, on a créé la direction de la délégation ministérielle du numérique en santé rattachée à la ministre. Il y a une réorganisation massive du bras droit de la délégation du numérique en santé, de l'agence du numérique en santé, qui est passée de 150 personnes à 250 personnes. Avec 50% de personnes qui ont été renouvelées, etc. Il y a eu une meilleure articulation avec les opérateurs, l'assurance maladie, etc., avec le niveau territorial pour lutter contre l'entropie dont on souffre beaucoup dans la fonction publique. Il y a eu un travail qui a été fait sur les moyens, donc on a levé des fonds, un peu comme une start-up. D'abord 2 milliards d'euros, donc pas rien, dans le cadre du Ségur, et ensuite presque 1 milliard d'euros dans le cadre de France Relance. Mais le plus important, c'est pas les moyens, c'est ce qui est souvent le plus négligé dans la fonction publique, c'est les RH. Tant d'un point de vue individuel, donc voilà, on a passé énormément de temps à aller chasser des bons profils pour trouver des profils à la fois brillants, mais aussi et surtout très alignés en termes de valeurs et d'état d'esprit, c'est le plus important, que d'un point de vue collectif. Voilà, on a mis sur pied une culture de travail qui repose sur 5 piliers, qui est un peu l'opposé, si je dois le dire comme ça, de la culture administrative telle qu'on l'imagine, même si ce n'est pas toujours le cas. Les 5 piliers, c'est avoir une attitude positive et ouverte,
agir avec courage, rigueur et cœur, agir avec détermination et pragmatisme, être proche du terrain et des faiseurs, et partager largement l'information et faire preuve de solidarité. Donc ça, c'est la partie transfo interne. Et ensuite, il y a une partie au moins aussi importante de travail avec l'externe, où on a un peu inversé ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire que parfois, pour tout un tas de raisons, on a tendance à décider de façon un peu autoritaire, avec peu de concertation, et en revanche à appliquer de façon molle, et trop flottante et pas assez efficace. Donc là, on a changé. On a décidé de façon très démocratie participative, très altermondialiste, pour caricaturer. Donc on a fait le tour de France des régions, on a fait des comités citoyens, excellent. On a fait un conseil du numérique en santé tous les 6 mois, ouvert à tout le monde, complètement transparent pour rendre des comptes régulièrement, etc. Et en revanche, une fois qu'on a décidé tout ensemble, là ça devient la dictature. Pour dire de façon caricaturale, on s'est mis dans la démarche de Bruno Latour ou atterrir, où on ne parle plus action par action, mais on parle acteur par acteur, et on dit « Ok, pour réussir mon espace santé, nous, ministère, on doit faire ça. Vous, assurance maladie, vous devez faire ça. Vous, région, vous, ARS, vous, hôpitaux, vous, médecins, vous, pharmaciens, vous, assos de patients, vous, industriels du numérique, etc. » Et donc, on dresse la to-do de chaque acteur, et nous, en tant que puissance publique, on régule avec carottes et bâtons pour s'assurer que chaque acteur ait les moyens financiers humains de faire ce qu'il a à faire, et puis le fasse pour de vrai en mettant du coercitif avec des contrôles, des sanctions, des obligations dans la loi, etc. etc. Et un des trucs qui a vraiment changé la donne sur le fait que ça a dépoté, c'est qu'on a travaillé en direct avec les industriels du numérique, ce qui n'avait jamais été fait avant. Avant, on travaillait uniquement avec les hôpitaux et les professionnels de santé. Là, on a travaillé en direct avec ceux qui font le numérique sur le terrain. Très bien, donc pas d'intermédiaire, en tout cas très peu. Sorte d'ubérisation. C'est ça. Et donc, j'aime beaucoup, effectivement, il y a cette volonté aussi d'engagement, je pense aussi d'aller, que tout le monde soit engagé collectivement, tu l'as dit, et être efficace, implémenter les décisions qui sont prises et d'avoir un RACI clair, comme on dit dans le privé, mais vraiment avec des rôles, responsabilités, et puis derrière, aller pour implémenter carotte et le bâton, mais obligé à mettre en place, à implémenter. Très bien. Merci beaucoup. Laura, nous allons parler maintenant d'écologie. C'est un sujet qui te tient à cœur aussi, écologie et numérique. Comment tu envisages de concilier les différents impératifs qu'on a écologiques, qu'on voit très bien, avec le développement et l'utilisation croissante qu'on observe aussi des technologies numériques? Alors, donc, moi, j'ai été missionnée par la Première ministre pour répliquer la méthode utilisée en santé numérique au numérique et aux données pour l'écologie. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a structuré le travail de la même façon. Donc, on est reparti du pourquoi, qui est essentiel parce que là où c'était plutôt les sujets État Big Brother et déshumanisation qui nous inquiétaient sur le numérique en santé, dans l'écologie, quand je vais voir des acteurs, je sais pas quoi, comme Greenpeace par exemple, le présupposé qu'ils vont avoir sur moi, c'est que je suis technosolutionniste, pour le coup que je pense que le numérique ou l'IA va sauver la planète au détriment de la sobriété, ou que je néglige l'impact environnemental catastrophique du numérique. Ou le préjugé que va avoir sur moi la FNSEA, par exemple, ça va être, en tout cas l'inquiétude qu'ils vont pouvoir avoir, ça va être que on va utiliser les données des agriculteurs pour les mettre en open data, que ça va déclencher de l'agribashing, par exemple. Donc, de la même façon qu'en santé, on a écrit un manifeste qui marche sur 2 jambes. On a expliqué que inaugurer le navire, c'était inaugurer le naufrage. Donc avec toute technologie, notamment le numérique, il y a des risques de naufrage associés. On a cité technosolutionnisme, fuite de données personnelles, impact environnemental, fracture numérique, fake news. Il y en a plein qui sont honnêtement extrêmement inquiétants. Et qu'il fallait lutter proactivement contre ces risques parce qu'on était des Français, des Européens, qu'on avait un cadre valeur qui nous était propre. Et cher. Et donc, il fallait absolument qu'on soit... La meilleure défense, c'est l'attaque sur ces sujets. Donc, il fallait absolument qu'on soit hyper proactif pour lutter contre les risques associés au numérique. Que néanmoins, il fallait quand même qu'on inaugure le navire pour 2 raisons. 1, parce que si on ne le faisait pas, d'autres allaient le faire à notre place. C'est vraiment le principe du livre « Ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent » et qu'on n'aurait que nos yeux pour pleurer si le cadre de valeur qu'ils avaient retenu, ce n'était pas le nôtre. Donc, il fallait qu'on soit capable de faire des alternatives. Et 2, parce que d'un point de vue métier, si on veut faire en sorte, je te disais tout à l'heure, que les agriculteurs ils touchent facilement des primes environnementales quand ils changent de pratique, que les gens ils arrivent à trouver des financements pour rénover leur logement, qu'on sache où on doit mettre de façon la plus efficace possible les éoliennes ou les RER métropolitains, qu'on veut gérer les pénuries sur l'eau, qu'on veut faire en sorte de cibler les aides vers les ménages les plus précaires, ou ne serait-ce si on veut écrire un rapport du GIEC, il y a besoin de données, il y a besoin d'informations, et donc il y a besoin de numérique. C'est aussi basique que ça, en fait, ce qu'on dit. On n'est pas en train de parler de métaverse, on est en train
train juste de parler de partage d'informations qui est nécessaire pour tout simplement mettre en œuvre collectivement, de façon efficace et juste, la transition écologique. Donc ça, c'est le manifeste, qui de la même façon marche sur deux jambes, ce qu'on veut pas. Ensuite, on met les mains dans les sujets compliqués et on s'attaque au quoi. Par rapport à la santé, on a un niveau de complexité supplémentaire avec la transition écologique parce que c'est très très gros. La feuille de route qu'on a sortie, là, qui est en consultation publique, elle fait 300 pages. Il y a, je sais pas, peut-être 5 gros opérateurs dans la santé. Dans la transition écologique, il y en a une vingtaine. Il y a les collectivités territoriales qui ont un rôle clé, l'international qui a un rôle extrêmement clé parce qu'il y a plein de cas d'usage qui sont internationaux, la déforestation, la pollution plastique des océans, etc. Et donc, on n'a pas fait une maison, qui était un peu la synthèse de la feuille de route en santé. On a dû faire 8 maisons autour des 8 thématiques de la transition écologique. Donc, mieux se déplacer, mieux se loger, mieux se nourrir, mieux préserver les ressources, mieux préserver la biodiversité, mieux consommer, mieux produire. Et on a aussi une thématique transversale qui permet de croiser toutes ces thématiques qui ne peuvent pas vivre en silo si on veut réussir à embrasser ce problème qui est systémique. Donc, on a mis à plat des actions. Il n'y en avait pas 30, il y en avait 147 actions prioritaires. Sur les identifiants, des bâtiments, des parcelles agricoles, sur l'équivalent de mon espace santé dans l'agriculture ou dans la rénovation des bâtiments, sur des outils numériques qui permettent d'accompagner les citoyens, les entreprises et les collectivités territoriales pour savoir quelles actions entreprendre en priorité pour que ce soit le plus efficace possible et quelles aides étaient disponibles pour le faire, sur tout un tas d'observatoires et de tableaux de bord qui nous permettent de savoir si on est sur la trajectoire ou non pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, etc. etc. Et donc on a expliciter toutes ces actions qui permettent de répondre à des cas d'usage prioritaires. Je parlais de l'agriculture, de la rénovation des bâtiments, mais aussi, par exemple, il faut qu'un maire, quand il signe un PLU, il puisse savoir est-ce qu'il coupe une zone Natura 2000 pour préserver les espèces protégées sur les sujets de biodiversité. Il faut qu'un préfet qui doit prendre un arrêté sécheresse parce qu'il n'y a plus assez d'eau, il sache de façon éclairée quels arbitrages il prend avec l'écosystème entre, je sais pas quoi, couper l'agriculteur, couper l'industrie ou imposer aux gens de plus arroser leur jardin, par exemple, etc. Il faut qu'il ait tous les moyens, en fait, finalement, de pouvoir décider, de pouvoir projeter aussi. Exactement, modéliser. Planifier de façon la plus efficace possible et puis ensuite avoir un retour d'expérience et une boucle de rétroaction sur les impacts effectifs des décisions qu'il a prises pour qu'on soit à la hauteur de l'urgence écologique, quoi. Le truc, c'est qu'on n'a pas le temps, donc il faut qu'on soit le plus efficace possible. Et puis dernière partie sur le comment, là à nouveau, hein, le pourquoi, le quoi, c'est dur, mais c'est vraiment 5% du travail. Le plus compliqué, c'est le comment. Donc, de la même façon, il y a une partie transformation interne avec 3 sous-thématiques, gouvernance, moyens, culture. Donc voilà, là, il va y avoir un pôle numérique et données qui va être créé au secrétariat général à la planification écologique, qui va être le chef d'orchestre pour qu'on ait vraiment un pilote dans l'avion et qu'on lutte contre l'entropie. Il y a 120 postes qui vont être créés au ministère de la Transition écologique et de l'Agriculture pour travailler sur cette feuille de route. Et il y a une partie régulation de l'externe où de la même façon, on utilise la méthode Latour, avec une vision très vue du terrain et pas de notre prisme administratif à nous, en disant ça veut dire quoi pour chaque acteur. Je suis le ministère de l'Agriculture, je suis une coopérative agricole, je suis une chambre d'agriculture, je suis une industrie agroalimentaire, je suis un agriculteur, je suis un citoyen qui se nourrit, je suis une ONG environnementale. Quelle est ma part à moi ? Et comment ensuite, nous, puissance publique, on s'assure avec carotte-bâton que chacun de ces acteurs ait les moyens de faire sa part et le fasse au service d'un objectif commun dans lequel tout le monde se retrouve, en plus des objectifs individuels qu'il peut avoir par ailleurs. Très bien. Mais merci beaucoup, Laura. C'est très riche et on le voit très bien. Il faut aller le faire concrètement, un travail qui est sur le terrain, pas juste avec un prisme de ce que je comprends de ce que tu me dis, pas juste un prisme des bureaux où il faut être vraiment sur le terrain pour pouvoir comprendre et mettre en place toutes ces différentes initiatives. Alors, on parle beaucoup d'IA aujourd'hui, intelligence artificielle. La cybersécurité aussi, tu en as parlé un petit peu. Donc, je voulais comprendre comment toi, tu vois cette transformation avec l'IA, transformation des services publics, des cas d'usage, à la fois que ce soit dans la santé ou dans l'écologie. Et puis, l'impact sur les talents, tu en as parlé aussi, le côté RH, côté humain, de personnes qui travaillent de talents. Comment tu imagines aussi, tu vois l'impact de l'IA sur les talents? Alors, peut-être en préambule, mais c'est le plus important, j'ai envie de dire, en lien avec le pourquoi.
l'IA, elle n'échappe pas à la définition du pourquoi. Donc on disait que le numérique et les données, c'était pas des fins en soi, c'était des moyens au service d'objectifs plus nobles. C'est indispensable qu'on définisse collectivement ces objectifs, cette raison d'être, cette boussole, ce projet de société, en fait, pour qu'on puisse ensuite orienter le numérique, l'innovation, l'argent, l'IA au service de ce projet de société et qu'on retrouve un peu de libre arbitre dans un système qui semble parfois agir sans nous, alors qu'en fait, c'est nous qui composons le système et qu'il ne tient qu'à nous de le changer. Donc, c'est peut-être d'autant plus vrai pour l'IA que si on se focalise juste sur les objectifs de transition écologique, l'IA a énormément d'effets indésirables, qui soient directs, on parlait d'impact environnemental, mais aussi indirects, plus insidieux et encore plus peut-être inquiétants de mon point de vue. On sait que l'IA, en tout cas, même si c'est dur de prévoir exactement, on se doute que ça va engendrer une amélioration massive de la productivité avec énormément d'effets rebonds qu'on ne sait pas gérer historiquement à chaque nouvelle vague d'automatisation. Donc, si l'IA nous embarque encore plus largement vers une société de surproduction et de surconsommation, on peut être inquiet à juste titre. Un autre risque insidieux, c'est celui de technosolutionnisme, où c'est extrêmement fréquent, un peu moins en France qu'aux États-Unis, mais quand même, aussi par désespoir un peu, on s'en remette au fantasme d'une solution magique à base d'intelligence artificielle ou d'autres choses, à qui on fait aveuglément confiance pour sauver le vivant demain, alors que l'IA, comme le disent tout le monde et tous les experts, c'est quelque chose qui permet juste, j'insiste, juste d'optimiser un système là où en fait il faut le changer, quoi. Donc j'ai quand même envie de dire ça en préambule, c'est pas des petits risques et ce qui manque drastiquement aujourd'hui, c'est beaucoup moins d'intelligence que de sens, de mon point de vue. Et le sens, par définition, c'est pas l'IA qui va le définir, c'est nous, humains. On est bien d'accord. Merci de le préciser. Donc ça, c'est sur le pourquoi. Ensuite, sur le quoi. Si je nuance un peu mon propos, évidemment, l'IA peut aider à aller encore plus loin que le numérique et les données basiques dans les cas d'usage que j'ai mentionnés. Si, par exemple, on veut traiter plus simplement l'information, et c'est essentiel parce que la complexité, c'est un peu une des raisons principales du découragement et de la paralysie de l'action. L'IA, on le sait, nous aide à synthétiser des informations, à nous les donner de façon digérée pour qu'on puisse ensuite agir à partir de cette base-là. Ou tu parlais de la modélisation tout à l'heure, si on veut modéliser efficacement un jumeau numérique, des smart grids ou diminuer la consommation en déchets ou en eau d'une industrie, évidemment, l'IA peut être utile. Je nuance quand même là, parce que je trouve que le parallèle urgence environnementale, urgence sanitaire est souvent hyper important et qu'on ne l'exploite pas assez pour répondre à l'urgence environnementale. Moi, là, il n'y a pas 2 jours où on ne me pose pas la question comment l'IA va sauver le vivant. Ça me rappelle énormément ce que j'ai vécu pendant le Covid quand j'étais au ministère de la Santé. On dormait 4 heures par nuit avec toutes les équipes pendant 6 mois pour mettre sur pied, dans des temps records, les SI nécessaires à la gestion de crise. J'en parlais tout à l'heure. SIDEP, le pass sanitaire, le système d'information qui permettait de savoir quel lit était libre dans les hôpitaux pour faire transfert de patients, etc. Quel travail, hein. Ça ne demandait pas d'IA. D'ailleurs, ni de blockchain. Or, tous les 2 jours, on avait une question parlementaire ou d'un acteur externe qui nous demandait comment utiliser l'IA et la blockchain pour sauver le pays, quoi. Et donc, je dis pas qu'il n'y avait pas besoin d'IA ou de blockchain, qu'elle servait à rien pour la recherche, pour la modélisation, etc. Je dis juste que c'était pas du tout le cœur des sujets pour répondre aux problèmes auxquels on devait faire face à court terme. Et j'ai souvent l'impression en ce moment, un peu comme avec la blockchain ou le métaverse précédemment, qu'on a créé une solution qui se cherche des problèmes adaptés pour justifier de sa valeur ajoutée, là où des problèmes, on en a déjà plein, en fait. Et je préférais qu'on focalise notre énergie et donc nos moyens, parce que le problème de cette asymétrie d'attention, c'est que ça tire les moyens humains et financiers qui sont alloués d'ailleurs, côté public comme côté privé, à résoudre les problèmes qu'on a déjà, plutôt qu'à essayer de trouver des problèmes aux solutions qu'on a créées comme ça. Voilà. Donc, je dis pas qu'il faut moins parler d'IA, je dis pas que c'est pas important, je dis pas que ça peut pas avoir de valeur ajoutée, je dis juste qu'il faut plus parler d'autres choses, quoi. Le sens. Ouais. Très bien. Et oui, je comprends très bien. Et cette question aussi du pourquoi qui est très importante, donc une question en amont de pourquoi on fait des choses, pourquoi on utilise l'IA et à quoi ça va servir aussi, très important. Avec le recul aujourd'hui, est-ce qu'il y a des décisions ou des projets que tu aurais abordés différemment? Alors, j'ai pas trop envie de répondre à la question pour 3 raisons. La première, c'est que moi j'ai fait beaucoup de ventes quand j'étais jeune. J'en ai gardé la mauvaise habitude de pas aimer perdre du tout. Donc ça veut pas dire que on prend jamais des mauvaises décisions, qu'on fait pas de bêtises, qu'on perd jamais. Mais j'ai la chance d'assez vite oublier ce qu'on a pu faire de mal et d'en retenir que le verre à moitié plein et ce que j'en ai appris. Ça, c'est la raison pas très légitime. Les raisons plus légitimes, il n'y en a que 2 de raisons d'ailleurs, c'est que
dans l'administration, en fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est que notre quotidien, c'est des problèmes et des urgences à gérer en permanence, comme un directeur d'usine qui doit en permanence gérer des problèmes toute la journée, la nuit, etc. Et des blocages à la moindre décision ou action qu'on veut initier. Un peu comme un start-upper qui doit repasser par la fenêtre quand on lui ferme la porte, parce qu'en fait, on lui ferme la porte 100 fois d'affilée. Dans l'administration, on nous ferme la porte 200 fois d'affilée. Et il faut être extrêmement résilient pour arriver à pousser un sujet. Et deuxièmement, en plus, quand on travaille dans l'administration par rapport au directeur d'usine ou au start-upper, les sujets sur lesquels on va prendre des décisions ont des enjeux très macro et très importants pour les citoyens, souvent très complexes, c'est jamais noir ou blanc. Il y a des injonctions paradoxales dans tous les sens. Typiquement, on met des éoliennes ici, c'est bien pour le climat, c'est pas bien pour les oiseaux, la biodiversité, c'est ça en permanence. Et potentiellement assez sensible, où la hantise un peu en interne, ça peut être qu'on fasse descendre des gens dans la rue ou qu'on fasse passer le RN aux prochaines élections. Et donc, un des principaux de la fonction publique, c'est plutôt de diluer la prise de décision entre acteurs, d'être paralysé devant ces décisions et de ne pas décider, de peur de prendre la mauvaise décision. Et le message que je préférerais passer aux décideurs et agents publics, en tout cas, voilà, c'est mon expérience, elle est subjective, mais c'est plutôt que de flipper de prendre la mauvaise décision, c'est tenez bon, concertez, écoutez, etc. Mais au bout d'un moment, faites confiance à vos intuitions et lâchez pas pour les mauvaises raisons. Quand on se penche sur mon espace santé, ce qui a fait les raisons de son succès aujourd'hui, c'est que des arbitrages clés, 2 ou 3 mesures qu'on a prises sur lesquelles tout le monde était contre et sur lesquelles on est remonté 100 fois à la charge pour réussir à faire passer les sujets. Donc, tenez bon. Et Dominique Pont, avec qui je travaille en santé, m'avait dit un jour quelque chose qui m'avait beaucoup détendu, qui m'avait dit « Mieux vaut mal décider », et sous-entendu changer ensuite si besoin, que pas décider. Et c'est hyper important parce que dans la fonction publique, c'est un enjeu démocratique. Si on ne décide pas, l'État sera trop en décalage ensuite par rapport aux évolutions de la société. Donc c'est indispensable de voir le verre à moitié plein sur ces sujets et avoir le courage de décider et d'avancer à la hauteur de l'urgence des enjeux environnementaux et sociaux. Eh bien, merci beaucoup, Laura. Le courage d'avancer, le courage il faut tenir bon. Ça, c'est ce que je retiens aussi et ne pas lâcher pour les mauvaises raisons. Et donc, c'est aussi en même temps des conseils pour des futurs leaders ou des jeunes même qui veulent se lancer. Quels sont les conseils que tu donnerais de ton expérience, de ton parcours, de ton vécu aussi ? Peut-être en lien avec ce que je disais juste avant, j'avais été marquée par un échange avec le directeur de cabinet en santé de l'époque, quelques mois après mon arrivée, qui m'avait dit, à la fin d'un échange, « Bon, c'est bien, je vois que tu n'as pas encore abandonné. » Parce qu'effectivement, c'est super dur dans la fonction publique de tenir dans la durée, de ne pas se résigner, de ne pas devenir cynique et de continuer à se battre un peu comme quand on est militant, certainement. Et donc, pour tenir, je dirais sur le pourquoi. C'est hyper important que quand on est agent public, on agisse avant tout comme si on était un citoyen engagé pour la cause pour laquelle on est venu dans la fonction publique, plutôt comme un simple gestionnaire ou un politicien qui agit pour des mauvaises raisons. Donc, hyper important de ne pas lâcher, d'être libre et d'être fier de raconter les décisions qu'on a prises ou ce qu'on a fait en disant à quel point c'est bien pour les Français le soir, à nos familles, à nos amis. C'est vraiment l'aiguillon des actions et des décisions qu'on doit prendre, indépendamment de toutes les forces du système qui nous poussent parfois à faire des choses dépourvues de bon sens. Donc c'est hyper important d'être fidèle à ce qu'on est, de l'incarner, parce que si on veut tenir, on ne peut pas se trahir. C'est trop dur dans la durée. Ça, c'est le premier point sur le sens, disons, et sur le pourquoi. Et ensuite, plutôt sur le comment. Pour tenir également, peut-être deux clés, en tout cas moi qui m'ont beaucoup aidé. Le premier truc, c'est de kiffer. C'est-à-dire, c'est de rigoler, quoi. On travaille sur des sujets graves, sur des sujets lourds, mais indépendamment du boulot, puis aussi au boulot. Je sais qu'il y avait mon premier manager à l'ARCEP. On ne savait pas si on devait choisir la solution A ou la solution B pour mesurer la qualité de l'Internet des réseaux fixes. Il m'avait dit, ça m'avait vraiment aidé, choisis l'option qui te fait la plus marrer. Et donc, celle qui me faisait le plus marrer, c'était de mettre des API dans les box des opérateurs pour faire des trucs un peu innovants. Excellent. Et finalement, c'était très efficace. Pour moi, c'est le premier cas d'usage tangible de l'État plateforme que je vivais. C'était hyper intéressant. Et à la DNS, à la direction du numérique en santé, voilà, un des candidats un jour avait postulé en me disant « Je postule parce que l'équipe respire la joie de vivre ». C'était vraiment un truc qu'on n'avait pas décidé, disons, mais qui était là et qui en fait nous aidait collectivement à tenir et à rigoler en même temps que de se battre. Et deuxièmement, c'est vraiment s'entourer.
Donc s'entourer en interne avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit, au-delà de l'intelligence brute qu'elles peuvent avoir. Encore une fois, moi je trouve que l'intelligence c'est overrated dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est plutôt une histoire d'état d'esprit. Donc faire en sorte d'attirer des personnes, si on le peut, dans son équipe du même état d'esprit, ou de rejoindre des réseaux qui existent par ailleurs. Je parlais d'acteurs publics, mais il y en a aussi plein. Dans l'écologie, il y a le Lierre, il y a plein de réseaux qui existent d'agents publics qui sont source d'énergie, d'idées, de reconnaissance. Et aussi, et ça c'est plus atypique disons, mais c'est hyper important, de s'attirer, de s'entourer d'alliés en externe, parmi les syndicats de professionnels, les associations, les ONG. Aller sur le terrain, c'est certes, comme on dit souvent, être à portée de baffe quand on est agent public, on s'en prend plein la gueule, mais c'est aussi, et presque beaucoup plus, être à portée de bisous. Moi, j'ai trouvé ça incroyable à quel point les gens sont reconnaissants et rendent l'appareil en nous aidant ensuite quand ils tombent sur des agents publics qui sont sincères et engagés. Et ça, c'est hyper précieux et ça aide énormément à tenir. Donc voilà, je dirais à tous les agents publics, vous faites le plus beau métier du monde, profitez-en. Et la France, même si elle ne le sait pas toujours et vous le dit pas toujours, elle vous remercie. Oh, c'est très très beau ça. En tout cas, merci beaucoup Laura. C'était un échange très très passionnant et merci pour ton engagement, tes engagements citoyennes engagées. Et j'ai vraiment pris plaisir à partager avec toi cette conversation. Les mots qui sont revenus sont vraiment le sens, trouver le sens, la question du pourquoi qui est très très forte pour toi, de comprendre pourquoi on fait les choses et le comment ensuite mettre les mains dans le cambouis et faire. Et voilà, j'ai bien aimé le parallèle aussi avec le monde le start-upper, avec le directeur d'usine aussi qui est confronté à des difficultés au quotidien. Et voilà, pour tout cela, je te dis merci. Et comment faire pour te joindre pour nos auditeurs et auditrices? Comme vous voulez. Voilà. Sur LinkedIn, je réponds ou comme vous voulez en passant par Andrea. Bon, voilà. Et sinon, ton message, je le retiens, c'est ne lâchez pas pour les mauvaises raisons. Tenez bon. Merci beaucoup, Laura. Merci à toi, Andrea. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez nous laisser un commentaire sur LinkedIn ou Instagram et le partager avec votre entourage. Si vous souhaitez sponsoriser le podcast des catalyseurs engagés des organisations ou nous proposer un partenariat, contactez-nous via le formulaire.